Qu'est-ce que la loyauté? Est-ce le sang que nous partageons ou la terre sur laquelle nous nous tenons? Est-ce une dette envers le passé ou un investissement dans l'avenir? Ou n'est-ce, peut-être, qu'un mot que nous utilisons pour justifier les choix les plus difficiles de nos vies? Regardez attentivement cette photographie. Elle est datée de 1935. 2 jeunes hommes, droits comme des i, dans leurs uniformes militaires français. Ils se tiennent dans un studio modeste, le dos contre une toile peinte représentant un ciel d'orage idéalisé. Ce sont des frères, Julien et Étienne Martel, de Strasbourg. Leurs visages sont jeunes, tendus par la solennité de l'instant. Julien, l'aîné, à droite, nous fixe avec une intensité farouche, une mâchoire carrée qui semble déjà porter le poids du monde. Étienne, à gauche, a le regard légèrement ailleurs, comme s'il écoutait un son que personne d'autre ne pouvait entendre. Ils sont l'image même de la fierté fraternelle et du devoir patriotique. Mais cette photographie est un mensonge. Ou plutôt, elle capture une vérité si fragile qu'elle était déjà en train de se briser. Car au moment où l'obturateur s'est fermé, un secret couvait déjà entre eux. Un secret qui, alimenté par les vents mauvais de l'histoire, transformerait ces 2 frères en ennemis mortels. L'un deviendrait un héros de la résistance, l'autre un collaborateur. Ceci n'est pas un portrait d'unité. C'est le dernier instant avant la fracture. C'est l'histoire de la façon dont la guerre imminente ne les a pas seulement forcés à se battre, mais les a forcés à se trahir. À la fin de ce récit, vous ne verrez plus jamais un vieux portrait de famille de la même manière. Si vous croyez que ces histoires, perdues dans les plis du temps, méritent d'être racontées, si vous pensez que les leçons de ceux qui nous ont précédés peuvent éclairer nos propres dilemmes, alors je vous invite à faire partie de notre mission. En vous abonnant et en aimant cette vidéo, vous ne faites pas que soutenir une chaîne, vous devenez un gardien de la mémoire. Vous nous aidez à donner une voix à ceux que l'histoire a rendus invisibles. Pour comprendre le drame qui allait se jouer, il faut respirer l'air de Strasbourg en 1935. L'Alsace n'était pas tout à fait la France, et certainement plus l'Allemagne. Rattachée à la France depuis seulement 17 ans, après des décennies sous le joug de l'Empire allemand, la région était une cicatrice encore fraîche, entre 2 géants. D'un côté du Rhin, la France construisait sa massive ligne Maginot, un mur de béton censé garantir une paix éternelle. De l'autre côté, à quelques kilomètres à peine, on entendait le son des bottes martelant le sol en rythme, et la voix stridente d'Adolf Hitler promettant un Reich de 1000 ans. À Strasbourg, on parlait français dans les administrations, mais alsacien dans les cuisines et sur les marchés. On lisait le journal, mais aussi Die Neuesten Nachrichten. C'était une ville de loyauté superposée, de méfiance murmurée et d'identité confuse. C'est dans ce monde entre deux que Julien et Étienne avaient grandi. Leur père, un boulanger, était mort à Verdun en 1917, combattant pour la France. Leur mère, Marthe, une femme silencieuse et résiliente, les avait élevés seuls dans un petit appartement de la Crutenau avec le portrait de leur père en uniforme, comme une icône silencieuse au-dessus de la cheminée. Ce portrait était leur boussole morale. Pour Julien, l'aîné de 22 ans, le message était clair. Il était le portrait craché de son père, pragmatique, discipliné et d'un patriotisme français inflexible. Il travaillait comme comptable à la manufacture des tabacs, un emploi stable, un emploi d'État. Pour lui, la France était l'ordre, la civilisation, la promesse d'un avenir stable, loin du chaos allemand qu'il avait connu enfant. Il méprisait les discours enflammés venant d'outre-Rhin. Mais il méprisait tout autant les autonomistes alsaciens, ces gens qui, selon lui, crachaient sur le sacrifice de son père en refusant de choisir clairement leur camp. Julien avait hâte de faire son service militaire. C'était son droit, son devoir. C'était la confirmation qu'il appartenait à la République. Étienne, de 2 ans son cadet, était d'une autre trempe. Plus mince, plus rêveur, il travaillait à la Bibliothèque nationale et universitaire. Il ne lisait pas seulement des livres, il les dévorait. Il lisait Victor Hugo, mais aussi Goethe. Il écoutait Ravel, mais aussi Wagner. Contrairement à Julien, Étienne ne voyait pas le monde en noir et blanc, en français et en allemand. Il voyait l'Alsace. Il voyait une culture unique, une langue, une âme prise en étau. Il écoutait secrètement les radios allemandes, non par sympathie pour le nouveau régime, mais par défi pour comprendre ce qui se passait. Et il fréquentait des cercles d'étudiants qui parlaient de quelque chose d'autre. Pas de la France, pas de l'Allemagne, mais d'une Alsace libre, une utopie qui flottait dans l'air lourd de 1935. Il aimait son frère, il vénérait la mémoire de son père, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si ce père était mort pour la France, ou simplement pour un morceau de terre qui changeait de drapeau au gré des guerres. Le jour de la photographie, l'atmosphère dans l'appartement était électrique. Marthe avait passé 1 heure à brosser leurs uniformes neufs, ses doigts s'attardant sur le drap rêche. C'était un jour de fierté immense. Voir ses 2 fils dans l'uniforme qui avait coûté la vie à son mari était à la fois une consécration et une torture. Julien se tenait droit, son képi parfaitement ajusté. Il avait l'air né pour cet uniforme. Étienne, lui,
semblait déguisé. Il se sentait étouffé par le col serré, irrité par la laine qui grattait. Ils ont marché jusqu'au studio du photographe, rue des Juifs, leurs talons ferrés claquant sur les pavés. Julien saluait les voisins, tandis qu'Étienne gardait les yeux baissés. Et c'est là, dans le silence du studio, sous la lumière crue des lampes, que le secret d'Étienne pesait le plus lourd. Car au moment précis où le flash du photographe a éclaté, au moment où Julien gonflait sa poitrine de fierté patriotique, Étienne gardait un secret qui, s'il était révélé, détruirait sa famille. Dans la doublure de son sac civil, laissé dans l'antichambre du studio, se trouvait un exemplaire d'un journal clandestin. Un journal autonomiste, Die Zukunft, l'avenir. Un pamphlet qui appelait à la neutralité de l'Alsace, qui dénonçait la colonisation française autant que l'impérialisme allemand. Le matin même, il avait rencontré un contact, un autre étudiant de la bibliothèque, qui le lui avait remis. Le simple fait de posséder ce document était dangereux. Le partager était un acte de sédition. Et Étienne ne l'avait pas seulement lu, il y croyait. Alors qu'il se tenait à côté de son frère, portant le même uniforme, jurant le même serment, Étienne vivait déjà une double vie. Il aimait Julien, mais il lui mentait. Il honorait son père, mais il trahissait la cause pour laquelle il était mort. Le regard d'Étienne, sur la photographie, n'est pas perdu dans le vague. Il est fixé sur un avenir impossible. Un avenir où il n'aurait pas à choisir entre son frère et ses convictions. Ce portrait n'est pas celui de deux soldats. C'est le portrait d'un patriote et d'un conspirateur, liés par le sang, mais déjà séparés par l'idéologie. La guerre n'avait pas encore commencé. Mais dans le cœur d'Étienne Martel, la première bataille venait d'être perdue. Le service militaire fut terminé. Les beaux uniformes de 1935 furent rangés dans l'armoire, sentant la naphtaline et les souvenirs d'une fierté déjà lointaine. Les deux frères reprirent leur vie civile. Mais le monde dans lequel ils retournaient n'était plus le même. La photographie, prise dans la bulle d'une paix précaire, était devenue une relique. 1936 arriva avec le fracas des bottes allemandes, réoccupant la Rhénanie. D'un seul coup, l'ennemi n'était plus une abstraction, un fantôme de la guerre précédente. Il était de l'autre côté du pont de Kehl, à quelques centaines de mètres. On pouvait presque voir le reflet du soleil sur les casques de la Wehrmacht. Pour Julien, cette provocation fut une décharge électrique. La peur de son enfance, la perte de son père, tout cela redevint une réalité immédiate. Son travail de comptable à la manufacture des tabacs, autrefois un symbole de stabilité, lui semblait désormais dérisoire. Sa véritable vocation se réveilla. Il s'engagea corps et âme dans la réserve, devint un membre éminent des associations d'anciens combattants, malgré son jeune âge. Il passait ses soirées à des réunions patriotiques, à des exercices de tir. Il devint les yeux et les oreilles de l'armée dans son quartier. Il regardait Strasbourg non plus comme sa maison, mais comme la première ligne de défense de la France. Et son regard se durcit. Il commença à avoir des ennemis partout. Chez le boulanger qui parlait trop volontiers l'allemand, chez les prêtres qui prêchaient la spécificité alsacienne, et de plus en plus, chez son propre frère. Pour Étienne, le service militaire avait été une confirmation de ses doutes. Il avait passé 1 an à obéir à des officiers parisiens qui écorchèrent le nom des villages alsaciens, qui traitèrent les coutumes locales avec condescendance, et qui voyait chaque Alsacien comme un traître potentiel. Il avait servi la France, mais il ne s'était jamais senti aussi peu français. Il retourna à son sanctuaire, la bibliothèque, mais le silence des livres ne pouvait plus couvrir le bruit du monde extérieur. Son groupe autonomiste, qui n'était autrefois qu'un cercle de discussion enflammé, s'était transformé. L'étudiant qui lui avait donné le pamphlet Die Zukunft s'appelait Karl. Karl n'était plus un simple étudiant. Il était devenu un organisateur, un homme au contact mystérieux de l'autre côté du Rhin. Les réunions ne se tenaient plus dans des cafés, mais dans des arrière-salles de fermes isolées ou dans les caves profondes du quartier de la Petite France. On n'y parlait plus d'utopie, mais de stratégie. Avec la remilitarisation de la Rhénanie, la position de Karl était devenue claire. La France était faible, l'Allemagne était forte. Si l'Alsace voulait survivre, elle devait devenir un pion stratégique, pas un champ de bataille. Et pour cela, il fallait des informations. La tension dans le petit appartement de la Crutenau devint suffocante. Marthe, leur mère, tentait désespérément de maintenir une façade de normalité. Mais les dîners étaient devenus des champs de mine. Julien, rentrant de ses réunions, le visage rougi par la ferveur patriotique, ne pouvait s'empêcher de lancer des piques. Il parlait des Boches de l'intérieur, des autonomistes, qui, selon lui, étaient payés directement par Berlin. « Ils scient la branche sur laquelle nous sommes assis », disait-il en frappant la table du poing. Il crache sur la tombe de père. Étienne, qui avait passé la soirée à écouter Karl expliquer que l'Allemagne nazie garantirait une Alsace indépendante, restait d'abord silencieux, ses doigts crispés sur sa fourchette. Mais un soir, il ne put se retenir. « Et si père était mort pour rien ?» murmura-t-il. Julien se figea,
Qu'as-tu dit ? Je dis, reprit Étienne, levant enfin les yeux, la voix tremblante mais déterminée, qu'il est mort pour que l'Alsace redevienne française. Mais sommes-nous vraiment français ? Ou sommes-nous une colonie de Paris ? Ils nous interdisent notre dialecte dans les écoles, ils nous regardent comme des citoyens de seconde zone. Peut-être que les autonomistes ne sont pas des traîtres, peut-être qu'ils sont les seuls à vraiment aimer cette terre. Le silence qui suivit fut plus violent qu'un cri. Julien se leva lentement. « Tu me dégoûtes, dit-il, sa voix blanche de rage. Père est mort pour la République. Toi et tes amis, vous n'êtes que des lâches qui cherchent la protection du plus fort. » Il prit sa veste et claqua la porte. Marthe fondit en larmes. Cette nuit-là, la fracture n'était plus une simple fissure idéologique, c'était un gouffre. Étienne était maintenant pris au piège. L'amour pour son frère et la loyauté envers ses idées se livraient une guerre sans merci dans son cœur. Karl vit cette faiblesse et l'exploita. Il n'avait plus besoin de la ferveur d'Étienne. Il avait besoin de ses accès. La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg n'était pas qu'un lieu de culture, c'était un dépôt stratégique. Elle abritait la collection de cartes la plus détaillée de la région, y compris des relevés topographiques précis des berges du Rhin, des fortifications de la ligne Maginot qui s'étendait au nord, et, plus important encore, des plans détaillés de l'infrastructure civile, les ponts, les écluses, les centrales électriques. Un soir de 1938, peu après l'Anschluss, Karl donna à Étienne sa première véritable mission d'espionnage. Il ne s'agissait plus de distribuer des pamphlets, il s'agissait de copier une carte spécifique montrant les points de passage critiques sur le canal de la Marne au Rhin, les endroits exacts où des charges explosives pourraient paralyser tout le trafic fluvial vers l'intérieur de la France. Étienne passa une semaine à se battre avec sa conscience. D'un côté, il y avait le visage de Julien, le portrait de son père, l'uniforme français. De l'autre, il y avait la promesse de Karl, une Alsace qui ne serait plus jamais le jouet de Paris ou de Berlin. Il se répétait que ce n'était pas de la trahison, c'était de la préservation. Il ne donnait pas ces informations aux Allemands pour qu'ils envahissent, mais pour qu'ils respectent l'Alsace, pour leur montrer qu'elle avait sa propre volonté. C'était un mensonge qu'il se faisait à lui-même, mais il en avait besoin pour respirer. Un jeudi soir, alors que la bibliothèque se vidait, il se rendit aux archives cartographiques. Ses mains tremblaient si fort qu'il faillit laisser tomber la règle. Il passa 2 heures, penché sur la carte, le cœur battant à tout rompre, reproduisant méticuleusement les détails sur un papier calque. Chaque ligne qu'il traçait était un pas de plus loin de son frère. Lorsqu'il sortit dans la nuit strasbourgeoise, le papier calque caché contre sa poitrine, il n'était plus le jeune homme rêveur de la photographie. Il était devenu un espion. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Julien, dans son rôle de réserviste, mettait à jour une liste de noms, des noms de personnes suspectées de sympathie pro-allemande, des noms qu'il remettrait à la Sûreté nationale. Sans le savoir, il venait d'ajouter le nom de Karl à sa liste, et il commençait à avoir des soupçons sur les fréquentations de son propre frère. La guerre était encore à 1 an, mais les 2 frères Martel avaient déjà choisi leurs armes. L'année 1938 s'acheva dans le silence assourdissant de l'accord de Munich. L'Europe avait acheté 1 an de paix au prix de la Tchécoslovaquie. À Strasbourg, l'air n'était pas à la célébration, mais à l'anxiété. Chacun savait que ce n'était qu'un sursis. Pour Julien, Munich fut la confirmation ultime de la faiblesse française. Il voyait la ligne Maginot, non plus comme une forteresse imprenable, mais comme une coquille vide si la volonté politique s'effondrait. Sa collaboration avec la Sûreté nationale s'intensifia. Il n'était plus un simple informateur. Il était un agent de l'ombre. Son travail de comptable lui fournissait une couverture parfaite. Personne ne se méfiait d'un homme qui passait ses journées penché sur des grands livres. Mais ses soirées étaient consacrées à la traque. Son enquête sur Karl avait porté ses fruits. Il avait découvert que Karl n'était pas seulement un étudiant exalté, mais un rouage essentiel d'un réseau bien plus large. Un réseau qui recevait des fonds directement de Stuttgart, du Deutsche Ausland Institut, une façade culturelle pour l'espionnage nazi. Et au centre de ce réseau, comme une araignée dans sa toile, il trouvait des traces de plus en plus claires de son propre frère. Il intercepta une note, une simple observation sur les horaires de garde du pont de chemin de fer de Kehl, rédigée d'une écriture qu'il reconnut instantanément comme celle d'Étienne. Le sol se déroba sous ses pieds. Ce n'était plus une question de politique, de pamphlets ou de discussions enflammées à table. C'était une trahison active. Étienne, de son côté, s'enfonçait dans un marécage moral. La carte qu'il avait copiée n'était qu'un début. Karl, sentant sa réticence, avait changé de tactique. Il n'utilisait plus l'idéologie, il utilisait la peur. Il fit comprendre à Étienne que maintenant qu'il avait collaboré une fois, il était impliqué pour de bon. S'il parlait, il ne serait pas seulement arrêté par les Français, sa famille serait en danger. Karl insinua que ses amis allemands savaient où vivait Marthe.
Le rêve d'une Alsace autonome s'était évaporé, remplacé par le cauchemar de l'extorsion. Étienne devint une source précieuse. Depuis la bibliothèque, il avait accès aux registres municipaux, aux plans d'urbanisme. Il fournissait des détails sur le réseau d'égouts sous la place Kléber, des informations sur les stocks de vivres dans les entrepôts de la ville, la liste des médecins et de leurs spécialités. Chaque information semblait anodine en soi, mais une fois compilée par l'Abwehr, elle dressait un tableau complet des capacités de résistance de la ville. Étienne se répugnait. Il évitait le regard de sa mère, et il ne parlait presque plus à Julien, se réfugiant dans un mutisme renfrogné. Il se disait qu'il le faisait pour protéger Marthe, mais il savait au fond de lui qu'il le faisait parce qu'il n'avait plus le courage de dire non. Le jeune homme rêveur de la photographie de 1935 était mort, remplacé par une coquille hantée. Puis vint le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne. Le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Mais à Strasbourg, les canons ne tonnèrent pas. Au lieu de cela, un ordre tomba, plus terrifiant que les bombes, l'évacuation. La zone rouge, tout ce qui se trouvait entre la ligne Maginot et le Rhin, devait être vidé. Strasbourg, une ville de près de 200 000 âmes, devait devenir une ville fantôme. Ce fut la panique. Des affiches étaient placardées partout. Les habitants n'avaient que quelques heures pour prendre ce qu'ils pouvaient apporter. Marthe était en larmes, incapable de décider ce qu'il fallait sauver. Le portrait du père, les albums de photos, les draps de son mariage. C'est dans ce chaos, dans l'appartement à moitié vidé, que la confrontation finale eut lieu. Julien entra, son visage dur comme la pierre. Il n'était pas en uniforme de comptable, mais dans celui de lieutenant de réserve. Il ne préparait pas ses propres bagages. Il était de service. Il trouva Étienne en train de jeter des livres dans une valise. Marthe était dans la cuisine, sanglotant doucement en enveloppant de la vaisselle. « Tu ne viens pas avec nous ?» demanda Étienne, la voix basse, sans oser le regarder. « Je reste, » dit Julien. « Mon unité est affectée à la ville. » Il y eut un long silence, seulement rompu par le bruit des sirènes au loin. « Étienne » commença Julien, sa voix tranchante. « Je sais tout. » Étienne se figea. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Arrête de mentir !» La voix de Julien monta d'un cran. « Je sais pour Karl. Je sais pour les cartes. Je sais pour les listes que tu as fournies. La sûreté t'observe depuis des mois. » Étienne devint blême. Il se tourna lentement, son visage décomposé par la peur. « Tu m'as espionné ? J'ai fait mon devoir, » répliqua Julien. « Et toi, qu'as-tu fait ? Tu as trahi. Tu as trahi la France. Tu as trahi la mémoire de père. Tu m'as trahi, moi. Tu ne comprends rien, » cria Étienne, trouvant soudain une force dans son désespoir. « Tu ne vois que ta précieuse France. Qu'en est-il de l'Alsace ? Qu'en est-il de nous ? Karl dit que c'est le seul moyen de sauver notre terre, d'empêcher qu'elle ne soit détruite par vos guerres. Karl est un agent nazi, » tonna Julien. « Et tu es son idiot utile. Ils ne vont pas sauver l'Alsace. Ils vont l'avaler. Et toi, tu leur as donné les clés. » Julien s'approcha, sa colère fondant soudain en un dernier plaidoyer désespéré. Il attrapa son frère par les épaules. « Étienne, il n'est pas trop tard. L'évacuation, c'est ta chance. Viens avec moi. Maintenant, j'ai une voiture. Je te conduis au quartier général. Fais une déposition complète. Dis-leur tout. Je témoignerai pour toi. Je dirai que tu as été manipulé. Je peux te protéger. » Étienne le regarda, les larmes coulant sur ses joues. Il vit la sincérité dans les yeux de son frère. Mais il vit aussi le visage de Karl. Il entendit la menace à peine voilée contre sa mère. Il était allé trop loin. Il était pris. Il repoussa violemment les mains de Julien. « Te protéger ? Toi ?» cracha-t-il avec un venin qu'il ne se connaissait pas. « Tu es un pion de Paris, un flic. Tu n'es plus mon frère. Tu es juste un autre Français venu nous dire ce que nous devons faire. Laisse-moi tranquille. Laisse-nous tranquille. » À ce moment, Marthe apparut sur le seuil de la porte, son visage un masque de terreur, tenant dans ses mains une petite boîte en fer blanc. « Les garçons, le train, il faut partir. » Julien regarda Étienne une dernière fois, son regard vide de toute émotion, sauf une résignation glaciale. « Tu as fait ton choix. » Il se détourna, ajusta son képi et sortit de l'appartement sans un mot de plus. Quelques heures plus tard, Étienne et Marthe étaient entassés dans un wagon à bestiaux, sur un train grinçant qui les emmenait vers le sud, vers l'inconnu, vers un camp de réfugiés près de Périgueux. Marthe serrait sa boîte en fer blanc. À l'intérieur, parmi quelques bijoux sans valeur et l'acte de naissance de ses fils, se trouvait la photographie de 1935. Pendant ce temps, Julien se tenait sur les remparts de la ville, regardant le pont de Kehl. Strasbourg était vide, silencieuse, une ville en attente. C'était le début de la drôle de guerre. Pour les frères Martel, la vraie guerre avait déjà commencé. La drôle de guerre s'installa sur l'Alsace comme un linceul. Strasbourg, vidée de ses habitants, devint un décor de théâtre absurde. Julien, resté sur place avec une poignée d'unités de forteresse, patrouillait dans les rues de sa propre enfance, le son de ses bottes résonnant étrangement contre les façades silencieuses. Il dormait à la manufacture des tabacs,
son ancien lieu de travail transformé en caserne. Il regardait le Rhin, où, de l'autre côté, les soldats allemands vaquaient à leurs occupations, parfois même en agitant la main. Cette inaction le rongeait. Sa colère contre Étienne s'était muée en une obsession froide. Il utilisait les archives abandonnées de la sûreté, triant les dossiers à la lumière d'une lampe tempête, essayant de reconstituer l'étendue du réseau de Karl. Il découvrit que ce n'était pas seulement un groupe d'autonomistes, c'était une opération d'espionnage de premier ordre, préparant le terrain pour une invasion. Il comprit que les informations d'Étienne sur les ponts et les écluses n'étaient non pas destinées à une future Alsace libre, mais au génie militaire de la Wehrmacht. Chaque jour de silence renforçait sa conviction. La France était trahie de l'intérieur, et son propre sang était complice. À des centaines de kilomètres au sud, à Périgueux, la vie d'Étienne était un autre type d'enfer. Lui et Marthe étaient logés dans un gymnase réquisitionné, dormant sur de la paille, au milieu de dizaines d'autres familles déracinées. L'humiliation était constante. Eux, les Alsaciens, étaient les Boches, les vendus, ceux qui avaient fui les premiers. Marthe, séparée de sa maison, de l'un de ses fils et de la seule vie qu'elle ait jamais connue, dépérissait. Le chagrin et les conditions insalubres érodaient sa santé. Elle toussait, d'abord un peu, puis de plus en plus, une toux sèche et fiévreuse qui secouait son corps frêle. Étienne, rongé par la culpabilité, passait ses journées à chercher du travail, de la nourriture et surtout, un médecin qui ne les ignorerait pas. Il se sentait responsable. Il voyait le visage de Julien dans chaque soldat français qu'il croisait, un regard accusateur. Le réseau de Karl semblait l'avoir oublié. Il n'était plus qu'un réfugié anonyme, hanté par le fantôme de son frère et la toux de sa mère. Puis, le 10 mai 1940, l'enfer se déchaîna. La drôle de guerre prit fin dans un fracas de panzers et de Stuka. Le Blitzkrieg, les Pays-Bas, la Belgique, puis la France. Les nouvelles qui parvenaient à Périgueux étaient confuses, puis catastrophiques. L'armée française, que Julien vénérait, était en pleine débâcle. Le 14 juin, Paris fut déclarée ville ouverte. Le 17 juin, le maréchal Pétain, le héros de Verdun, demanda l'armistice. Pour la France, c'était l'effondrement. Pour Julien, ce fut la fin de son monde. Son unité, tenant un secteur de la ligne Maginot, près de Sélestat, se retrouva encerclée, la ligne de défense ayant été contournée. L'ordre de cessez-le-feu arriva. Les officiers débattaient, se rendre ou tenter une percée. Pour Julien, la reddition était impensable. Il ne serait jamais prisonnier. Cette nuit-là, il ôta son uniforme, enfila des vêtements de travail trouvés dans une ferme abandonnée, enterra ses papiers militaires et la photographie de lui et Étienne. Il ne pouvait se résoudre à la détruire. Il devint un fantôme, un civil parmi les colonnes de réfugiés qui affluaient désormais du nord, un soldat sans armée, animé par une seule mission, rejoindre le sud, retrouver ce qui restait de sa famille et continuer le combat. Il ne savait pas encore comment. Mais il savait contre qui, les Allemands, et les traîtres comme son frère. À Périgueux, la débâcle avait ramené les démons d'Étienne. Alors que la ville croulait sous l'afflux de réfugiés et de soldats débandés, un homme s'assit à côté de lui sur un banc de la place publique. Ce n'était pas Karl. C'était un homme différent, à l'accent français impeccable, vêtu d'un costume élégant mais discret. « Étienne Martel », dit-il doucement. « Vos amis s'inquiétaient pour vous, et pour votre mère. » Étienne sentit son sang se glacer. « Je ne sais pas de qui vous parlez. » L'homme sourit. Sans chaleur. Votre mère est très malade. La pneumonie, je crois. C'est difficile de trouver des sulfamides de nos jours. Presque impossible. Sauf pour ceux qui ont des relations. Étienne leva les yeux. La peur et un espoir abject luttant sur son visage. Qu'est-ce que vous voulez ? L'homme lui tendit une cigarette. Le gouvernement s'installe à Vichy. Une nouvelle France se dessine. Nous voulons simplement savoir qui, ici en Dordogne, est ami de cette nouvelle France et qui préfère encore l'ancien monde. Le préfet, le chef de la gendarmerie, les syndicalistes. Vous avez des compétences de bibliothécaire. Vous savez comment trouver des informations. Obtenez-moi une liste des loyalistes, purs et durs, de ceux qui pourraient y causer des problèmes. Et si je refuse ? Murmura Étienne. L'homme se leva. Alors j'espère que votre mère aura un bon voyage. Les temps sont durs pour tout le monde. Ce fut le choix final, le choix impossible. Étienne retourna au gymnase. Marthe délirait, appelant Julien, appelant son mari mort. Son souffle était court, sifflant. Le médecin militaire, épuisé, avait haussé les épaules. Sans médicaments, c'est une question de jours, peut-être d'heures. Ce soir-là, Étienne fit ce qu'on lui demandait. Il utilisa son éducation, son intelligence, pour infiltrer le chaos de l'administration locale, se faisant passer pour un employé de la préfecture déplacé. Il écouta, il nota, il compila. Il dressa une liste de 10 noms, des policiers qui avaient à parler de cacher des armes, des fonctionnaires qui avaient à brûler des dossiers pour qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains, des vétérans qui organisèrent déjà des filières d'évasion. Le lendemain matin, il remit la liste à l'homme en costume dans un café. Le soir même, l'homme revint et lui glissa une petite boîte en carton. « Tenez, dites-lui que c'est de la part d'un ami. » Étienne courut au gymnase.
le cœur battant d'une victoire empoisonnée. Il trouva sa mère. Mais il était trop tard. Marthe était morte 1 heure plus tôt, seule, en serrant dans sa main la petite boîte en fer blanc où elle gardait ses trésors. Étienne s'effondra, la boîte de médicaments inutiles glissant de ses doigts. Il n'avait plus rien, il n'avait pas sauvé sa mère, il avait trahi son pays, il avait perdu son frère, il était vide. L'homme en costume le retrouva le lendemain, assis, hagard, près du corps de sa mère. « Je suis désolé pour votre perte, dit-il. Nous vous avons trouvé un vrai travail et un meilleur logement. Vous allez être très utile à la nouvelle Europe. » Étienne le suivit, sans un mot. La photographie de 1935 était désormais orpheline. Les années 1940 à 1943 furent une longue descente dans les ténèbres. Julien avait marché vers le sud, un fantôme de soldat dans un pays brisé. Il avait mis des semaines à atteindre la Dordogne, se nourrissant de ce qu'il pouvait voler, dormant dans des granges, son cœur un nœud de haine. Il cherchait des fantômes, une mère et un frère qu'il n'était même pas sûr de vouloir retrouver. Quand il arriva enfin à Périgueux, le gymnase était vide, un écho de misère. Les réfugiés alsaciens avaient été dispersés. Un fonctionnaire local, méfiant, lui apprit la nouvelle. Martel ? Oui, la vieille dame est morte. Pneumonie, comme tant d'autres. Le fils, Étienne. On dit qu'il a trouvé une bonne place. Un collabo, si vous voulez mon avis. Il travaille à la préfecture. Pour Julien, ce fut comme une seconde balle. Sa mère, morte seule. Son frère, un traître. La dernière braise d'espoir familial s'éteignit, ne laissant que la cendre froide de la vengeance. Julien disparut dans les collines boisées du Périgord. Il trouva d'autres hommes comme lui, des soldats perdus, des communistes, des patriotes. Il trouva le maquis. Son entraînement militaire, sa discipline de fer et sa rage sans fond firent de lui un chef naturel. Il n'était plus Julien Martel, le comptable. Il était Strasbourg, un nom de code murmuré avec respect et un peu de peur. Strasbourg était impitoyable. Il planifiait des sabotages de voies ferrées, des exécutions de collaborateurs, des attaques de convois allemands. Il se battait contre l'Allemagne, mais dans son esprit, chaque dynamitage, chaque balle était tirée sur Étienne. Pendant ce temps, Étienne Martel vivait dans un appartement réquisitionné, avec des meubles qui n'étaient pas les siens. L'homme en costume, devenu une figure de proue de la Gestapo locale, avait tenu parole. Étienne était un employé modèle au service des affaires juives et de la sûreté de Vichy. Son travail était simple, propre et monstrueux. Il ne torturait pas, il ne tuait pas. Il lisait des rapports, il croisait des informations, il mettait à jour des listes. Il utilisait son esprit de bibliothécaire pour cataloguer les êtres humains. Juifs, francs-maçons, terroristes. Son écriture soignée envoyait des familles entières à Drancy, puis vers l'Est, vers un lieu dont personne ne revenait. Il avait assisté aux funérailles de sa mère, seul, sous une pluie battante. Après cela, quelque chose en lui s'était éteint. Il travaillait avec une efficacité engourdie, se noyant dans l'alcool le soir, tenant à distance la petite boîte en fer blanc de sa mère. Il ne l'avait jamais ouverte. Il ne pouvait pas affronter la photographie à l'intérieur. Il était devenu l'archétype du collaborateur de bureau, un rouage silencieux mais essentiel de la machine de mort. Il se détestait. Mais il détestait encore plus le monde qui l'avait forcé à ce point. Parfois, il entendait des rumeurs sur un chef de maquis local, un Alsacien impitoyable surnommé Strasbourg, et son cœur se serrait de terreur et d'une étrange, horrible fierté. Au printemps 1944, l'air avait changé. Le débarquement était imminent, on le sentait. L'activité du maquis redoublait, et la répression de la milice et de la Gestapo devenait plus féroce. Le réseau de Strasbourg avait reçu une information cruciale. Un grand convoi de prisonniers politiques devait quitter Périgueux pour Compiègne, avant le transfert final en Allemagne. C'était leur dernière chance de sauver des dizaines de résistants capturés. Pour organiser l'embuscade, ils avaient besoin d'une chose, la liste exacte des prisonniers, l'itinéraire précis et l'horaire de départ. L'information, lui dit son contact, se trouvait dans un seul bureau à la préfecture, le bureau du chef de service, l'homme qui centralisait toutes les listes de déportation. Un certain Martel. Julien devint livide. « C'est une erreur, dit-il. C'est impossible. C'est le nom Strasbourg. Un Alsacien, comme toi, un vrai salaud. Zélé. Il travaille tard, presque tous les soirs. » Julien ferma les yeux. Le destin, avec une ironie cruelle, avait tracé leurs deux chemins vers ce point précis. « Je m'en occupe. » dit-il d'une voix sans vie. « Je m'en occupe personnellement. » La nuit du 4 juin 1944 était sans lune. 3 hommes, dont Julien, se glissèrent comme des ombres dans les jardins de la préfecture. Ils neutralisèrent le garde de la milice, forcèrent une porte arrière. Ils montèrent au 2e étage, dans le couloir silencieux. Julien connaissait le plan du bâtiment par cœur. Il s'arrêta devant la porte marquée « Martel, chef de service ». Il fit signe à ses hommes de rester en arrière, son pistolet Sten à la main. Il poussa la porte. Elle s'ouvrit sans un bruit. À l'intérieur, sous la lumière verdâtre d'une lampe de bureau, un homme était assis, le dos tourné,
penché sur des papiers. Il n'avait pas entendu. Il était plus mince qu'avant. Ses épaules voûtées. Il portait un costume usé. « N'ayez pas peur, Otto, » dit l'homme sans se retourner, d'une voix lasse. « J'ai presque terminé la liste. » Julien arma son pistolet. Le clic métallique fit sursauter l'homme. Il se retourna lentement sur sa chaise. Leurs yeux se rencontrèrent. Pendant une seconde, le temps s'arrêta. Ce n'était pas 1944, mais 1935. Ils étaient dans le studio du photographe, 2 frères dans des uniformes neufs. Puis la réalité revint. Le visage d'Étienne se décomposa, non pas de peur, mais d'une tristesse insondable. « Julien, traître !» siffla Julien, son arme tremblant dans ses mains. Il vit les listes sur le bureau, les tampons, Jude, les ordres de déportation. « Tu savais pour maman, » dit Étienne, sa voix un murmure brisé. « Elle est morte ici, seule. »« Tais-toi » hurla Julien, sa voix résonnant dans le bureau. « Ne parle pas d'elle, tu travailles pour ces assassins. »« Tu crois que j'avais le choix ?» cria Étienne en retour, se levant soudain, la rage du désespoir dans les yeux. « Ils m'ont tout pris, ils m'ont pris maman. Ils m'ont pris mon âme. Qu'est-ce qu'il me restait? Toi, tu étais parti, tu as choisi la France. J'ai survécu. »« Tu n'as pas survécu, » dit Julien, sa voix glaciale. « Tu t'es vendu. » Julien s'avança vers le bureau. « La liste, le convoi de demain. Donne-la-moi. » Étienne le regarda, un éclair étrange passant dans son regard. Il vit le patriote, le héros. Il vit le frère qu'il avait toujours voulu être. Ce fut son dernier choix. « Non, » dit-il doucement. Au lieu de prendre la liste, il attrapa le lourd téléphone en bakélite sur son bureau et le jeta contre la fenêtre, faisant voler le verre en éclats dans la nuit. « Alerte! Terroriste !» Julien, stupéfait par la trahison finale, leva son arme. « Étienne, non !» Mais Étienne ne le regardait plus. Il regardait la porte. « Tu voulais être un héros ? Julien, tu voulais te battre pour la France ? Alors prends-la » hurla-t-il, en attrapant la pile de feuilles sur son bureau, la liste du convoi, et en la jetant à la figure de Julien. « Prends-la et va-t'en. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas ?» Des bruits de bottes martelaient déjà le couloir. Julien, confus, attrapa les papiers. « Qu'est-ce que tu fais ?» La porte s'ouvrit à la volée. 2 soldats allemands apparurent, leurs fusils levés. Étienne ne leur laissa pas le temps de viser. Avec un cri qui n'était ni de peur ni de haine, mais de pure libération, il se jeta sur les soldats, les mains nues, s'agrippant à l'arme du premier. « Fuis, Julien !» hurla-t-il. Une rafale de pistolets mitrailleurs retentit, le bruit assourdissant dans la petite pièce. Étienne fut projeté en arrière, son corps s'écrasant contre son propre bureau, faisant tomber la lampe qui plongea la pièce dans l'obscurité. Julien, figé pendant une fraction de seconde par l'horreur et le sacrifice de son frère, réagit par instinct. Il tira une rafale vers la porte, sauta par la fenêtre brisée et atterrit lourdement dans les buissons en contrebas, les listes de déportation serrées contre sa poitrine. Il courut dans la nuit, tandis que les alarmes de la préfecture déchirèrent le silence, laissant derrière lui le corps sans vie du seul frère qu'il ait jamais eu, un homme qui avait vécu en traître et qui était mort en martyr. Julien atterrit dans les buissons, le souffle coupé, les feuilles de papier froissées dans sa main crispée. Le son de la rafale qui avait fauché son frère résonnait dans ses oreilles, plus fort que les alarmes qui s'élevaient maintenant dans la nuit. Il n'y eut pas de temps pour le deuil, pas de temps pour la compréhension. Il n'y avait que la mission. Il courut, son corps d'athlète rompu à la clandestinité le portant à travers les ruelles sombres, son esprit de chef de maquis reprenant déjà le dessus. L'information était tout. Le sacrifice d'Étienne ne devait pas être vain. 2 jours plus tard, à l'aube, le convoi tomba dans l'embuscade. Ce fut une opération parfaite. Près de 40 prisonniers furent libérés, rejoignant le maquis dans les collines. Strasbourg fut salué en héros. Il accepta les félicitations, son visage un masque de granit. Personne ne vit que le prix de cette victoire était un fratricide, une rédemption incompréhensible. 2 mois plus tard, en août 1944, Périgueux fut libéré. Julien défila dans les rues, acclamé par la foule, aux côtés des autres chefs de la résistance. Il vit des femmes tondues, des hommes battus, de vrais et de faux collaborateurs traînés sur la place publique. Le nom d'Étienne Martel fut hué, son effigie pendue. Il fut officiellement enregistré comme un traître, tué par les terroristes qu'il tentait de dénoncer. Julien laissa dire, il laissa faire. La vérité était trop complexe, trop douloureuse. Elle lui appartenait à lui seul. Quand la guerre prit fin, il retourna à Strasbourg. La ville était meurtrie mais française. Il fut décoré de la Croix de guerre, un héros de l'intérieur. Il retourna au petit appartement de la Crutenau. Il était occupé par une autre famille. Tout avait disparu. Il essaya, une fois, de réhabiliter le nom de son frère. Mais les archives de Vichy étaient implacables. Les listes qu'Étienne avait rédigées, son travail zélé pour l'occupant, tout était là, noir sur blanc. Il n'y avait aucune trace de son dernier acte, aucune preuve du sacrifice final. Comment expliquer qu'un collaborateur notoire s'était jeté sur des soldats allemands pour sauver le chef du maquis local, qui n'était autre que son propre frère? L'histoire était trop invraisemblable. Julien abandonna. Il reprit un travail de comptable. Mais il n'était plus le même homme. Il vécut seul, un étranger dans sa propre vie, un homme silencieux et dur que les voisins respectaient,
mais n'aimait pas vraiment. Il était le héros, Strasbourg, mais il vivait l'exil intérieur d'Étienne. Des décennies passèrent. Le printemps de 1978. Julien était un vieil homme, ses cheveux blancs, ses mains tremblantes marquées par l'arthrite. Il vivait toujours dans le même petit appartement qu'il avait trouvé après la guerre. Un matin, le facteur lui apporta une petite caisse en bois. Elle venait de la préfecture de la Dordogne, un service de restitution des biens saisis ou perdus pendant l'occupation. Il lui fallut 1 minute pour comprendre. Il ouvrit la caisse avec un couteau de cuisine. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie jaunie, se trouvait une petite boîte en fer blanc, cabossée et rouillée, la boîte de sa mère. Son cœur, qu'il croyait mort depuis longtemps, se serra violemment. Il l'ouvrit. Ses doigts tremblants fouillèrent les quelques babioles, une médaille de baptême, une mèche de cheveux de bébé, et puis la photographie. Il la sortit. 1935. 2 jeunes hommes, droits et fiers dans leurs uniformes. Lui, Julien, le regard fixé sur l'objectif, certain de son droit, de son avenir. Et Étienne. Il regarda Étienne, le vrai Étienne, pour la première fois. Il ne vit plus le traître, ni le rêveur, ni l'espion. Il vit un jeune homme terrifié par le monde, un garçon plus faible, plus intelligent et plus complexe que lui. Un homme qui cherchait désespérément quelque chose à quoi appartenir, et qui, ne le trouvant ni à Paris ni à Berlin, s'était perdu dans les limbes. Il comprit enfin le regard fuyant. Ce n'était pas un secret, c'était un appel à l'aide, un appel auquel lui, Julien, dans sa droiture patriotique, n'avait jamais su répondre. Il revit la scène dans le bureau de Périgueux. Il comprit que le dernier acte d'Étienne n'était pas une impulsion, c'était un choix. C'était la seule façon qu'il avait trouvée pour enfin choisir un camp, pour donner un sens à sa vie gâchée, pour payer sa dette et sauver son frère en un seul geste désespéré. Étienne, le collaborateur, avait trouvé sa rédemption dans la mort, et lui, Julien, le héros, devait vivre avec. Cette photographie n'est pas l'histoire de 2 frères, c'est l'histoire de la loyauté, une chose bien plus compliquée que le sang ou la patrie. L'histoire d'Étienne et Julien nous enseigne que les étiquettes de héros et de traîtres sont écrites par les vivants, mais que la vérité se trouve souvent dans les silences, dans les choix impossibles faits dans l'obscurité d'un bureau, loin des champs de bataille. Le véritable héritage n'est pas la gloire, mais le poids de la mémoire. Cette histoire vous a-t-elle touché ? Je vous pose 3 questions pour y réfléchir. La loyauté à la famille est-elle plus importante que la loyauté à son pays ? Pensez-vous qu'un seul acte de bravoure puisse effacer toute une vie d'erreur ? Et vous, face à un choix impossible, qu'est-ce qui guiderait votre décision ? Vos principes ou vos proches ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous comprenez la complexité de ces mémoires perdues. Pour montrer que vous faites partie de ceux qui regardent au-delà des apparences, commentez le mot secret, la boîte. C'est en se souvenant de ces histoires que nous honorons ceux qui ont vécu avant nous. Aidez-nous à continuer cette mission. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la. Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir un autre secret caché dans une vieille photographie.